Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Alors ce n'est pas un livre de statistiques, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur en statistique, mais ce livre traite de statistiques, mais c'est pas un livre qui propose des modèles ou des calculs compliqués, c'est vraiment à mettre dans les mains de tout le monde, et le but c'est d'expliquer simplement ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin de connaissances en statistique pour lire ce livre, ni pour comprendre ce qu'il raconte. Bon, et la plupart du temps, les faits sont assez simples et les chiffres sont assez simples, et quand on complexifie les choses, c'est plutôt pour masquer la réalité que plutôt pour la présenter. Je pense que c'est le moment opportun pour deux raisons. La première, c'est qu'on a bien vu que tous ceux qui se sont exprimés plus tôt pendant la période de crise et de peur se sont fait ostraciser, ont été inécoutables, tout simplement parce que les gens avaient encore peur de la situation. Je pense que cette peur, maintenant, elle est en train de se terminer, et le fait que la peur se termine, ça permet aux gens de réfléchir. Donc c'est le moment où il faut se poser, regarder le passé de manière calme, évaluer ce qui s'est passé, de façon à éviter de reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Donc de ce point de vue-là, c'est pas trop tôt et je pense que c'est plutôt le moment de le faire. Et puis en effet, vu qu'ils sont en train de préparer les réponses à une prochaine future pandémie, notamment en accordant tous les pouvoirs à l'OMS au sein de l'Europe, il est quand même temps de savoir ce qui s'est passé cette fois-ci, de façon à ne pas se laisser faire dans le cas où le prochain coup ressemblerait à celui qu'on a vécu maintenant. Donc à la fois, il faut le faire maintenant parce qu'avant c'était inécoutable, et il est assez urgent de parler de ça maintenant de façon à éviter qu'on nous refasse certains coups dans le futur. On n'a pas tous les chiffres, il en manque encore certains. Il y a beaucoup de chiffres qu'on avait déjà. C'est juste qu'il faut du temps pour les analyser. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dites sur ma chaîne, notamment précédemment, que vous retrouverez dans ce livre. Donc en fait, c'est pas nouveau qu'on peut analyser les chiffres qui sont disponibles. On en a de plus en plus. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Les derniers, notamment, concernent les causes de mortalité diffusées par l'INSERM, ou encore l'effondrement de la natalité qu'on est en train de voir. Donc voilà, les chiffres arrivent au fur et à mesure. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas du tout, qu'on continue de réclamer inlassablement depuis le début, et notamment les détails des décès toutes causes selon le statut vaccinal, qu'on demande au ministère de la Santé de fournir ces statistiques au grand public et qui pour l'instant se refusent. Donc il y a des statistiques qui arrivent, il y a toujours des statistiques qui sont masquées, qu'on n'arrive pas à obtenir, et qui sont pourtant essentielles pour évaluer la totalité de ce qui s'est passé. L'idée de ce livre, c'est également de provoquer le débat et la discussion, et si des parlementaires, des sénateurs, des députés européens ou français se décident à se dire qu'il serait temps d'avoir les chiffres finaux, c'est ça qui serait essentiel. Et donc du coup d'avoir des recours, qu'ils soient au Parlement, au Sénat. Il y en a déjà eu des demandes, mais qui pour l'instant étaient d'un nombre faible de sénateurs ou de députés. Mais voilà, aller plus loin et exiger la publication de l'ensemble des statistiques qui nous manquent. Donc ce livre, il est à la fois pour expliquer tout ce qui s'est passé de manière simple, avec les statistiques disponibles, et s'il peut servir à faire émerger une vérité encore plus forte, bah tant mieux. Et dans ces cas-là, provoquons le débat. Il n'y a jamais rien de facile en statistique, mais le fait de normalement, quand on exige une donnée, la libération d'une donnée vis-à-vis de la CADA, pour qu'on nous la donne pas, il faut vraiment que ce soit impossible ou extrêmement cher. C'est un droit fondamental, puisque quand même pour savoir, quand il existe en tout cas des soi-disant documents qui nous disent pourquoi est-ce qu'on est gouverné de telle ou telle sorte, c'est quand même un droit pour les citoyens de les obtenir. Et donc on fait appel à la CADA pour obtenir les éléments statistiques, les analyses, de façon à comprendre comment sont construites les différentes lois. Bon, et là, dans ce cadre-là, en effet, on a demandé à la CADA d'obtenir les statuts vaccinaux des décès toutes causes confondues, de façon à savoir si, oui ou non, les vaccinés meuraient bien moins que les non-vaccinés. Et on n'a pas de réponse. Donc, en effet, c'est pas immédiat d'obtenir cette réponse de la part du ministère de la Santé, mais c'est très loin d'être impossible. Ils font des appareillements de bases de données de manière extrêmement complexe, fastidieuse, et avec des résultats de fiabilité extrêmement médiocres pour publier des articles qui sont en faveur de la politique gouvernementale. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est pas du tout plus compliqué que ça. Les bases sont là, on demande des appareillements, et on demande à ce que les travaux soient faits. Donc il est absolument anormal qu'aujourd'hui on nous dise que c'est pas prévu, que c'est impossible ou quoi. La CADA prévoit bien que si c'est possible et pas avec un coût démentiel, on nous donne l'accès à ces documents administratifs que sont ces statistiques. C'est le principe de la reproductibilité et de la vérification. Quand on a des analyses qui sont faites, qui sont pas des analyses scientifiques d'ailleurs, c'est pas publié ni relu par les pairs, tout ce que publie le gouvernement, les analyses de l'adresse, etc. Donc quand ils publient des choses, et qu'ils apportent des conclusions qui sont en plus censées aider à nous gouverner derrière, la moindre des choses, c'est de nous fournir des données ou à des chercheurs indépendants, même assermentés s'il faut, les statistiques de façon à ce qu'on puisse refaire les calculs, vérifier qu'on arrive bien aux mêmes conclusions. C'est quand même un principe démocratique assez simple. L'adresse se remet en cause elle-même au fur et à mesure qu'elle analyse ses propres données. Vous avez cité le cas du fait de l'incapacité de l'adresse à connaître le taux de vaccinés ou le taux de non vaccinés.
C'est quelque chose que je répète depuis le début quand je suis intervenu au CSI notamment, où je leur ai expliqué un certain nombre de fois que l'adresse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise deux bases de données différentes, deux sources différentes. Une source pour dire je connais le nombre de vaccinés en France parce que ce serait le nombre qui sont déclarés vaccinés auprès de l'assurance maladie, qui sont inscrits dans la base Vaxi. Donc ça, c'est une source. Et puis, je connais la population générale puisque j'ai les statistiques de l'INSEE qui me donnent la population générale. Première source administrative qui a une certaine qualité, on sait qu'il y a de la fraude à l'intérieur, des doublons, etc. Et deuxième source, recensement de la population, qui est une source statistique qui est basée sur une moyenne avec des interpolations, des extrapolations sur 5 ans. Donc absolument rien à voir entre les deux sources. Et le premier, population assurance maladie, deuxième, population résidente. Et donc l'adresse se permet depuis le début de faire un ratio en disant que ça représente un taux de quelque chose. Donc ce que je dis, c'est que c'est n'importe quoi. On fait pas comme ça en statistique. On doit utiliser la même source en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, de façon à être cohérent. Et s'il y a des erreurs dans une source, à reproduire les mêmes erreurs de façon à ce que, d'une part, entre guillemets, ça s'annule un petit peu au numérateur et au dénominateur. Et donc l'adresse n'a jamais fait ça, et a fini par sortir un papier le 31 octobre, où ils sont finis par se poser la question, est-ce que vraiment on connaît le taux de non-vaccinés? Et ils ont utilisé une méthode plus propre, en utilisant des bases de l'assurance maladie, uniquement pour calculer ce taux de non-vaccinés, et plutôt que d'un taux de non-vaccinés de 7% de la population, ils sont tombés à 14%. Ce qui montre la médiocrité des bases, tout simplement. Hein. C'est extrêmement difficile d'avoir des bases propres, c'est pas propre, et ils savent pas quel est le taux de non-vaccinés dans la population. Et je parle même pas des faux vaccinés, hein, qui ont acheté sur Internet un pass d'une certaine manière, et donc voilà, donc ça on n'en parle même pas, mais les personnes qui se baladent avec un pass valide, on ne sait pas s'il y en a 7%, 14% ou même plus dans la population, on n'en a absolument aucune idée. Et c'est un problème puisque le ministère de la Santé, pour évaluer l'efficacité vaccinale, ce qu'il fait, c'est qu'il compare le taux de non-vaccinés dans la population générale au taux de non-vaccinés dans les hôpitaux déclarés Covid-19. Mais donc, si vous êtes incapable de savoir combien il y a de taux de non-vaccinés dans la population générale, vous êtes incapable de calculer une efficacité vaccinale, point barre. Et donc, quand au 31 octobre, l'adresse dit, en fait, on ne sait pas combien il y a de non-vaccinés dans la population, ça veut dire que la totalité des travaux de l'adresse prétendant calculer une efficacité vaccinale jusqu'ici sont tous faux. Et que pour l'instant, tout ce qu'a prouvé l'adresse est une efficacité vaccinale qui est de l'ordre de 0. Voilà. Oui, alors dans le livre, vous verrez que j'utilise des programmes qui vont chercher les données dans tous les pays européens, puisqu'on a accès aux données grâce à Eurostat, donc ça fait quand même un sacré paquet de pays. J'ai étudié aussi avec Alexandra Orion-Code et Steve Ohana les données israéliennes, donc on a aussi ça en plus. Donc bon, on a une certaine population assez large occidentale sur laquelle on peut regarder les données. Et il n'est pas tout à fait vrai que tout le monde a fait la même chose, et on voit des différences assez importantes entre les pays. Notamment, il y a un pays européen dont on parle assez peu, pourtant c'est celui-là qu'il faut regarder, qui n'a pas confiné en mars-avril 2020, et c'est pas la Suède qu'il faut regarder, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, il n'y a absolument aucune trace de surmortalité sur la période. Donc l'Allemagne est entourée de pays qui confinent et qui ont des morts sur la période. Eux, ils n'ont rien. Pourtant, voilà, c'est pas une île au milieu de nulle part, c'est en plein milieu de l'Europe. Donc il y a une incohérence massive entre l'histoire racontée si on regarde pays par pays. Donc voilà, il s'est pas passé exactement la même chose selon les pays, mais on voit que ceux qui mettent en place certaines mesures extrêmement coercitives et délétères ont plus de morts que les autres. Donc voilà, c'est ce que je dis dans le livre. Il y a un moment, il faut se poser la question. Voilà, soit on a une épidémie, une prétendue épidémie à géométrie variable qui s'attaque uniquement aux pays qui mettent en place des mesures délétères, ou bien ce sont les mesures délétères qui font des morts. Cette affirmation est portée par les documents officiels, notamment les rapports de Santé publique France. Il est écrit noir sur blanc dans des rapports de Santé publique France, notamment publiés dès mai 2020, c'est très tôt, qu'au moment où on a confiné les gens, on a vu un effondrement des personnes se présentant aux urgences cardiaques et aux urgences AVC, par rapport à l'habitude. Donc ça, il y a deux manières de voir les choses. Soit on a une épidémie de Covid-19 qui guérit des AVC et des urgences cardiaques, soit on est en train de pas soigner les gens. Et le fait que l'on observe sur la période des hausses de mortalité à domicile, il y a des questions à se poser. Enfin, les statistiques ne prétendent pas démontrer les causes, mais uniquement des corrélations. Mais là, ensuite, on fait appel à notre bon sens. Si on arrête de soigner les gens, donc c'est-à-dire si on a un système qui fonctionne, on va dire, en roulement permanent, ou en permanence, on soigne des gens pour certaines pathologies, et qu'à un moment, on arrête, et que ce sont des pathologies qui amènent à la mort si elles sont pas traitées, et qu'on constate une hausse de mortalité dans la population, on fait appel à son bon sens, et là, le bon sens nous dit, on a fait des bêtises. Et c'est écrit noir sur blanc dans Santé publique France. Donc voilà, je sais pas quelle enquête il y a à ouvrir en plus que juste de réouvrir les rapports qui sont écrits où tout est là, noir sur blanc, sous nos yeux, et il suffit juste de les ouvrir. Après, évidemment, il y a ceux qui prennent les mesures, il y a les personnes qui derrière les conseillent, il y a un état de panique générale qui est créé où on fait peur aux gens sur la base de morts qui sont ridicules par rapport au nombre de morts dans la population générale habituelle.
Et donc, dans cet état de panique permanent et la volonté aussi des gens d'obtenir une réponse, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même une population paniquée, médiatique, à cause d'une certaine pression médiatique, et on a aussi des prétendus experts et des politiques qui courent tous azimuts de façon à trouver une réponse à la hauteur de ce qu'ils pensent être le problème. Donc en termes de culpabilité, c'est assez compliqué évidemment de savoir d'où vient la faute. Il y a quand même une faute initiale qui est de mettre de terroriser les gens avec un non-sujet. Toutes les personnes qui ont fait un peu de démographie dans leur vie savent qu'en France, il meurt entre 1500 et 3000 personnes tous les jours, selon la période de l'année, selon s'il fait froid, s'il y a une canicule. Et donc quand on a Jérôme Salomon à la télé qui vient d'annoncer tous les jours, aujourd'hui il y a eu 300 morts de telle pathologie, en fait on c'est absolument pas sûr qu'il se passe quelque chose. Parce que si c'est 300 mais qu'en fait il est mort 2000 personnes dans la journée, on s'en fiche, il s'est absolument rien passé. Donc ça, c'est une théâtralisation de la mortalité quotidienne française, où on prend une partie des morts et on les présente à la population comme étant la preuve de quelque chose. Et donc ça, voilà, si on a fait un peu de démographie, qu'on a un petit peu une idée des chiffres en jeu, on y est absolument insensible. Mais en revanche, on comprend bien qu'on est en train de terroriser le reste de la population. Donc si ce choix médiatique de mettre ça en place a été proposé notamment par un cabinet de conseil ou autre, il va falloir se poser la question de pourquoi ils font ça et quel était le but de cette médiatisation à l'époque. J'en parle à deux endroits. Il y en a un premier où je montre un graphique de l'INSEE, notamment sur une courbe de mortalité, et où j'explique notamment qu'il y a des choix qui sont faits de façon à mettre en avant certaines choses. Voilà. J'explique à ce moment-là que l'année est découpée du 1er janvier au 31 décembre, c'est bien pratique, parce que comme ça, toutes les énormes hausses de mortalité d'hiver sont coupées en deux, on a l'impression que c'est insignifiant, alors que la belle hausse de mars-avril se trouve en plein milieu du graphique. Voilà. En plus, c'est un graphique qui est en forme de courbe, alors que les morts, c'est toute la zone qui est en dessous. Voilà. Donc normalement, l'honnêteté, c'est plutôt de couper l'année en juin, et puis plutôt de montrer une zone, et puis de façon à ce qu'on voit bien que c'est la totalité de la zone qui compte. Et donc la petite bosse qui est au-dessus, elle est assez insignifiante. Et puis en plus, aussi de séparer les âges pour montrer qu'au moins chez les jeunes, il se passe rien. Donc ce sont exactement les mêmes chiffres, et en effet, selon la manière dont on les propose, on obtient un effet visuel et une conclusion du lecteur assez différente. J'en parle également pour les taux de non-vaccinés, voilà, où l'État est très fier de montrer ses 95% de non-vaccinés. Le but, c'est de montrer une barre qui est très près du 100%, même avec des chiffres qui sont bidons, mais de façon à faire croire que le petit pourcentage qui reste est parfaitement insignifiant, qu'il est négligeable, et que globalement, ce sont les fous, les incapables, ceux qu'on n'arrive pas à intégrer dans la société. Donc en effet, la puissance du graphique, elle est extrêmement importante, et quand on fait de la statistique, on se pose à chaque fois la question de comment je vais représenter les données de façon à avoir le plus d'impact, et c'est bien ce que font les statisticiens et ceux du gouvernement depuis le début. Il y a le chiffre qui a une certaine puissance, mais le chiffre, ça parle pas à tout le monde, et puis les gens n'ont pas forcément la représentation de ce que c'est. Bon, on l'a vu, d'ailleurs, ça a été utilisé, 300 morts, ça avait l'air d'être important dans la bouche de Jérôme Salomon, alors que c'est ridicule en population française. Mais voilà, les gens ont pas forcément l'idée, mais quand on leur met le bon graphique sous les yeux avec une courbe bien en rouge, un truc qui monte, tout ça, là, voilà, on obtient l'impact désirable.